Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette émission spéciale de Mediapart. Alors émission spéciale parce que c'est vous qui allez poser les questions à notre équipe. Vous, abonnés, mais aussi lecteurs occasionnels, simples curieux. C'est une émission ouverte à tous. On l'a intitulée Covid, comment en venir à bout? Alors je me rends compte d'ailleurs qu'on n'a pas mis de point d'interrogation, on a peut-être été un petit peu présomptueuse, mais en tout cas on va se poser cette question. Et c'est une émission qui sera découpée en deux plateaux, deux thématiques distinctes. D'abord, jusqu'à peu près 13h, on va parler vaccination, des bénéfices et des risques des vaccins. Et puis ensuite, on parlera du déconfinement et des mois et des années qui viennent et comment se débarrasser, si on peut, de ce virus. Alors, comme c'est vous qui posez les questions, je dis bonjour à Anna Ferrer, qui va se charger de les lire et de les relayer sur ce plateau. Bonjour Anna. Bonjour Mathilde. Alors pour les poser, en théorie c'est très très simple. En dessous de la vidéo, si vous êtes sur votre téléphone, vous avez un petit outil qui vous permet de rédiger vos questions. Et si vous êtes sur votre ordinateur, c'est à droite de la vidéo. Et alors, pour y répondre, bonjour Rosanne Le Saint, tu es journaliste à Mediapart et au pôle santé. Je précise que tu rentres d'un petit séjour à Bruxelles où tu as assisté là, hier au procès d'AstraZeneca contre la Commission européenne. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis avec nous également à distance, Lise Barnéou. Bonjour Lise. Bonjour. Alors Lise, tu es journaliste indépendante et tu collabores depuis la crise du Covid en fait avec Mediapart, comme tu le fais aussi avec Le Monde ou avec Science et Vie Junior par exemple. Et puis tu as écrit différents ouvrages sur les vaccins, dont le dernier qui s'intitule Vaccin, petit guide partant de Covid, et c'est paru, je crois, chez Premier Parallèle. Voilà, alors le temps que vous écriviez vos premières questions, j'en pose une première peut-être à toi Rosanne pour commencer, et puis qui permettra de donner quelques chiffres sur où on en est de la vaccination en France. Et donc, les derniers chiffres à jour, c'est 23,7 millions de premières doses injectées et 10,9 millions de personnes vaccinées, donc soit avec 2 doses, soit une seule par exemple pour ceux qui ont déjà eu le Covid. Qu'est-ce que nous disent ces chiffres? Est-ce qu'ils sont bons ou mauvais au fond? Est-ce que c'est beaucoup? Alors, je ne sais pas sur quels critères il faut juger. Est-ce que c'est au regard des objectifs fixés par les autorités françaises? Est-ce que c'est en comparaison avec nos voisins? Est-ce que c'est en tenant compte aussi des réticences vaccinales des Français? Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, bonjour Mathilde, bonjour à tout le monde. Donc, en tout cas, c'est dans les objectifs du gouvernement français. L'objectif, c'est d'atteindre 30 millions de personnes qui reçoivent une première injection d'ici à la mi-juin. Et a priori, c'est un objectif qui va pouvoir être atteint. Il y a à peu près 80% des personnes de plus de 75 ans qui ont déjà reçu leur première dose de vaccin et souvent même la deuxième. Donc on commence à atteindre une sorte de plafond pour cette population qui était prioritaire parce que ce sont les personnes âgées qui meurent le plus du Covid-19 et puis qui ont le plus de risques de se faire hospitaliser. Ouais. Pour les plus de 50 ans, on est à peu près à 56% des personnes en France qui ont reçu une première injection. Donc ça commence à augmenter tranquillement. Et puis, à partir du 31 mai, donc tous les plus de 18 ans auront accès à la vaccination. On va recevoir beaucoup de doses, notamment de Pfizer. 19 millions de doses sont attendues là, pour le mois de juin. Donc ça devrait permettre de répondre à la demande. Donc ça, c'est pour ce qui est des objectifs du gouvernement français. Au niveau du monde et de l'Europe, donc les premiers pays dans cette course à la vaccination, disons, c'est toujours les mêmes. Donc c'est Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne qui ont beaucoup vacciné. Plutôt pour certains ont démarré avant nous. Exactement, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ça a démarré plus tôt que nous. Et puis ensuite vient l'Europe. Donc on est à peu près un petit peu au-dessus de la moyenne européenne en France, mais la moyenne européenne, c'est à peu près 30% d'Européens qui ont reçu une première dose d'injection. En France, on est à 36%. Il y a des pays qui font mieux que nous, donc Espagne, Hollande, Belgique, Italie, Allemagne, qui est à 40%.
Et puis ensuite, il y a tous les pays qui ont moins les moyens d'acheter des doses de vaccins qui, là, ne sont pas du tout au niveau auquel on est, nous, dans les pays occidentaux. Voilà. D'accord. Alors, Anna, je me tourne vers toi et on t'écoute pour les premières questions. Alors, on a une question de Marie. Plutôt que de se précipiter sur une technologie nouvelle, l'ARN, ne devrait-on pas favoriser les vieux vaccins avec des technologies qui ont fait leurs preuves par le passé ? Excellente question. Pour Lise, peut-être Lise Barnéou, on t'écoute. Oui, volontiers. Alors, il faudrait déjà définir ce qu'on appelle vieilles techniques. Les vieilles techniques, en fait, ce seraient des vaccins qui contiennent le virus entier, soit mort, soit atténué. De vaccins avec des virus atténués, il y en avait un en préparation, mais pour l'instant, il est loin. On n'a pas encore du tout les essais cliniques, les données des essais cliniques. En revanche, des vaccins qui contiennent des virus entiers morts, là, il y a des vaccins chinois. On n'a pas forcément autant de données que les vaccins qu'on utilise aujourd'hui en Europe, et les données qu'on a montrent plutôt une efficacité inférieure aux vaccins à ARN ou aux vaccins à vecteur viral. J'entends souvent dire d'ailleurs que le vaccin à vecteur viral est un vieux vaccin éprouvé. En fait, c'est aussi une technologie relativement nouvelle. Et il se trouve que finalement, pour ce vaccin-là, ce sont deux technologies assez récentes qui ont réussi à passer la ligne d'arrivée, à la fois en termes d'efficacité et de profil de risque. Donc, moi je dirais que pour l'instant, si on veut être rationnel et s'en tenir aux données, non, il vaut mieux accepter les deux plateformes nouvelles que sont les vaccins à ARN messager et les vaccins à vecteur viral. D'accord. Et alors, dans la question que relaye Anna, il y a un terme qui est celui de précipiter. Se précipiter, est-ce que tu dirais, Lise, que les autorités sanitaires des différents pays et l'Union européenne s'est précipitée sur ces vaccins ARN messagers, c'est-à-dire ne respectant pas les procédures classiques, les différentes étapes, voilà. Je dirais qu'il faut effectivement reconnaître le fait qu'on n'avait jamais développé un vaccin en l'espace de moins d'un an. C'est vraiment tout à fait inédit. Après, si on regarde dans les détails où est-ce qu'on a fait les accélérations, je dirais que c'est plutôt dans toutes les étapes administratives et aussi dans le fait qu'on a réussi à jointer des phases d'essai, alors qu'auparavant on faisait la phase 1, c'est-à-dire on teste sur quelques personnes la réaction et puis on attend plusieurs mois, ensuite on fait la phase 2. Donc là on a tout jointé, mais on n'a pas fait l'impasse, je dirais, sur la phase d'essai clinique, la phase 3, où là les vaccins qu'on utilise aujourd'hui ont été testés sur 40 000 personnes, et ça c'est l'équivalent, en fait c'est les essais cliniques qu'on faisait aussi auparavant avec les précédents vaccins quand on était moins dans l'urgence. Donc à la fois oui, on a accéléré les choses, et à la fois je dirais qu'en termes de données sur à la fois d'efficacité et d'effets secondaires, on est dans ce qui se fait habituellement. D'accord. Mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre comment on a pu accélérer sans se précipiter, en fait. Est-ce qu'il y a des moyens financiers, humains, complètement inédits qui ont été mis en place par les labos ? Enfin, comment est-ce qu'on a pu accélérer, au fond, et produire si vite une réponse vaccinale ? C'est sûr qu'il y a eu des moyens humains hors normes. Je n'ai plus en tête, mais il y a vraiment un pourcentage de scientifiques qui se sont mis à bosser sur le Covid. On n'a jamais eu autant de dieux tournés autour du même virus. Ensuite, il y a aussi un autre élément, c'est que il y a aussi beaucoup d'argent qui ont été investis en même temps pour la mise en phase de production. On n'a pas attendu l'autorisation et normalement d'ailleurs cette phase d'autorisation par les agences réglementaires prend aussi beaucoup plus de temps que ce qu'elle a pris ce coup-ci. Non pas parce que les choses ont été bâclées, enfin moi je dirais que pour avoir discuté avec les gens qui ont mené ces études, c'est la première fois aussi que cette équipe a bossé pratiquement jour et nuit, 7 jours sur 7. Avec une pression donc évidemment des États membres pour accélérer au plus tôt l'autorisation. Et en fait, parallèlement à ça, il y avait ces constructions d'usines pour être prêts à produire immédiatement après l'autorisation de mise sur le marché.
Donc c'est tous ces éléments-là qui ont permis d'obtenir en moins d'1 an donc des vaccins, des mises sur le marché. D'accord, merci Lise. Rosane, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que ça a été sans précédent cet investissement des pouvoirs publics pour augmenter les capacités de production des laboratoires. C'était même parfois avant l'autorisation de mise sur le marché qu'on commençait à produire des vaccins dont on ne savait pas s'ils allaient être efficaces ou s'ils allaient provoquer des graves effets secondaires. Les essais cliniques n'étaient pas forcément toujours terminés. L'Europe a investi quasiment 3 milliards d'euros en fait, dans des espèces d'enveloppes d'urgence qui ont été distribuées aux 6 fabricants avec lesquels l'Europe a conclu des contrats. Donc, par exemple, pour AstraZeneca, ça a été une enveloppe de 360 millions d'euros qui a été prévue pour en fait, inciter l'entreprise à commencer à produire à risque en disant en gros, on a tellement besoin de ces vaccins qu'il faut commencer à les produire. Peut-être ça ne fonctionnera pas, mais on espère grandement que ça fonctionne. Et dans ces cas-là, il faut qu'à peine le produit est autorisé, il soit distribué. Et c'est vraiment ce qui a permis aussi, au-delà de la rapidité de la recherche, d'avoir un accès, des livraisons rapides suite à l'autorisation de mise sur les marchés. Et alors, comme tu rentres de Bruxelles et du procès Commission européenne contre AstraZeneca, est-ce que tu peux nous dire si, en tout cas, l'Union européenne s'est précipitée dans les commandes passées avec notamment ce laboratoire qui a livré, tu le rappelles dans ton papier publié hier soir, je crois, un quart à peine des doses, sur le premier trimestre de 2020, un quart à peine des doses qui avaient été commandées par l'Union européenne. Donc, est-ce que là, il y a une précipitation dans les commandes ? À l'inverse, on a reproché à l'Europe d'être trop lente. Et l'argumentaire de l'industrie pharmaceutique, c'est de dire, au moment, en mai 2020, en fait, quand on est vraiment encore juste après la première vague de Covid-19 et qu'on se rend compte qu'on va vraiment avoir besoin des vaccins pour sortir de cette crise sanitaire, l'industrie pharmaceutique est vraiment en position de force pour pouvoir dire si vous voulez des vaccins le plus rapidement possible, il va falloir signer vite. Donc, par exemple, la Grande-Bretagne a signé très vite avec AstraZeneca, qui est un laboratoire britannico-suédois qui s'est allié avec l'université anglaise d'Oxford pour réaliser ce vaccin. Ils ont signé en premier. Résultat, ils ont eu des doses en premier. On a reproché à l'Europe de ne pas avoir signé suffisamment vite et de s'étonner ensuite d'être livré après la Grande-Bretagne. En réalité, plus que le temps que ça a duré, c'est le contexte et comment se sont passées les négociations qui sont mises en cause, en fait. Parce que finalement, les clauses du exactement. contrat. En fait, au départ, on n'avait vraiment aucune visibilité. Les parlementaires européens, qui sont les élus de l'Europe quand même, n'avaient pas non plus accès aux contrats qui ont été signés par des hauts fonctionnaires européens avec les fabricants et qui disent combien d'euros ont été placés, combien de doses vont être livrées, quand, etc. Donc on avait un brouillard total. Donc, on les demandait. Du secret commercial et industriel. Exactement, du secret des affaires. Donc ça fait depuis l'été dernier que nous, journalistes, on les demandait, que les parlementaires les demandaient, on ne les avait pas. Et puis finalement, ça a commencé à se débloquer. On a pu avoir accès à une partie des contrats, d'un contrat qui a été signé. Alors, une partie, il y avait vraiment beaucoup de passages qui étaient noircis, en fait, tous les gros chiffres, par exemple, auxquels on n'avait pas accès. Et puis finalement, le 29 janvier dernier, on a eu accès aussi au contrat qui a été signé avec AstraZeneca. Donc c'était à une période où les tensions étaient extrêmes entre l'Europe et ce laboratoire-là, parce que avant même que le vaccin soit autorisé, il a été autorisé le 29 janvier justement, le laboratoire avait prévenu qu'il y aurait des retards de livraison de doses. Donc finalement, l'Europe essayait de faire pression et voulait montrer que il fallait plus de transparence, montrer que dans le contrat, c'était inscrit que tant de millions de doses devaient être livrées. Donc on a eu accès à une partie de ces contrats et même à un peu plus parce qu'il y a eu une espèce d'erreur de bureautique qui a fait que même des parties noircies ont été rendues publiques. Donc ça nous a permis d'avoir le montant du contrat, par exemple, des données qu'on n'aurait pas eues autrement. Mais surtout, l'information la plus importante qui est ressortie à la lecture de ces contrats, c'est que l'Europe n'a pas négocié une obligation de résultat, c'est-à-dire vous êtes obligé de nous livrer tant de doses à telle date, mais une obligation de moyens. C'est-à-dire que les laboratoires doivent faire tout leur possible pour essayer d'atteindre cet objectif. Ce qui donne une large part d'interprétation à ces contrats et qui montre que l'industrie pharmaceutique était vraiment en position de force pour négocier et pour avoir réussi à négocier une clause qui est aussi flexible et pour les laboratoires pharmaceutiques. Très bien. Alors, Anna, on t'écoute pour peut-être une série de questions. Oui, alors on a beaucoup de questions qui remontent, notamment sur AstraZeneca. Est-ce qu'il y a de vraies raisons de s'en méfier ?
qui veut répondre. Lise, peut-être ? Alors, je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, dans notre article, qui était aussi associé avec un outil qui permettait de calculer sa balance bénéfice-risque à l'échelle individuelle avec ce vaccin, mais aussi avec les autres vaccins. C'est-à-dire que on a aujourd'hui compris que le vaccin AstraZeneca pouvait être associé à des cas de thrombose très spécifiques, tellement spécifiques d'ailleurs qu'elles surviennent si rarement qu'on considère aujourd'hui que tous les cas de ces thromboses-là sont associés au vaccin, ce qui est pas forcément tout à fait vrai, mais en tout cas, on a décidé de convenir de ça. Et donc, on s'est rendu compte que, notamment chez les moins de 55 ans, on avait environ un cas de thrombose, la survenue de ces thromboses spécifiques pour 100 000 injections. Et donc on a fait les autorités sanitaires ont ensuite procédé à un calcul de balance. En fait, ça se fait depuis le début des vaccinations, c'est-à-dire qu'on cherche à comparer d'un côté les bénéfices du vaccin. En l'occurrence, c'est donc de nous éviter à la fois une contamination, une hospitalisation, éventuellement une réanimation ou un décès. Ça, c'est pour le côté bénéfice. Et puis, on les compare au risque du vaccin. Et en l'occurrence, pour l'instant, les risques connus, c'est survenue de thromboses spécifiques avec une fréquence différente en fonction de l'âge. Donc, comme d'après les données, en tout cas européennes, pour l'instant, on se rend compte que c'est plus chez les moins de 55 ans que ces thromboses surviennent. Et puis, on a aussi des rares cas d'accidents anaphylactiques, c'est-à-dire des chocs allergiques après les injections. Donc ça, pareil, c'est inférieur à 1 pour 100 000 et on a aussi à peu près une idée de leur fréquence quand on épluche les données de pharmacovigilance. Et donc, si on regarde par exemple pour une personne de moins de 30 ans qui a effectivement un risque de Covid grave très faible, là on se rend compte que la balance, elle commence à être serrée entre d'un côté les bénéfices du vaccin et de l'autre les risques du vaccin. Donc c'est pour ça que les autorités sanitaires de la plupart des pays ont proposé de ne proposer le vaccin AstraZeneca qu'aux personnes de plus de, alors ça dépend des pays, de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, de plus de 60 ans. En vérité, ça dépend un peu aussi du niveau de circulation du virus, parce que plus un virus circule, plus les bénéfices du vaccin seront importants. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que nous, quand on s'est plongé dans ces chiffres, on s'est rendu compte, en tout cas, que au-delà d'un certain âge, et si on veut être, je dirais, prendre une bonne fourchette de sécurité, en tout cas au-delà de 50 ans, il n'y a pas vraiment de raison de se méfier de ce vaccin parce que les bénéfices liés à ces injections dépassent largement les risques. D'accord. Alors, du coup, la liste, tu évoques un outil qu'on a développé sur Mediapart et qu'on va peut-être pouvoir montrer à l'écran, qui est un calculateur du bénéfice, de la balance bénéfice-risque individuelle. Et en fait, c'est un outil assez inédit que tu as proposé et développé avec un programmeur. Et finalement, quand on l'a publié il y a une quinzaine de jours, il a pas toujours été compris. Notamment sont apparues des critiques sur le mode vous ne parlez, enfin c'est au fond un outil assez individualiste puisque vous proposez à chacun en rentrant son âge, sa région, éventuellement ses comorbidités, etc. Les différents vaccins disponibles en France, c'est assez individualiste comme approche. Est-ce que tu peux expliquer quelle est la philosophie presque derrière cet outil et pourquoi ça nous a semblé important de le proposer, et y compris on l'a mis en accès libre et on a mis nos données et nos feuilles de calcul en accès libre aussi pour que ça puisse être critiqué, amélioré au fil des semaines. Oui, l'objectif c'était vraiment d'en faire plus un outil pédagogique pour qu'on comprenne un peu
ce concept qui n'est pas évident à percevoir de balance bénéfice-risque. Alors, je voudrais peut-être d'abord commencer par le fait qu'à Mediapart, et aussi dans cet article, évidemment, on évoque la dimension collective. Elle existe dans cette vaccination. On le sait depuis le mois de février, que les vaccins diminuent le portage du virus et donc diminuent le risque de contagion. Donc, à partir de là, on sait que oui, cette vaccination a une dimension collective et c'est très important de le souligner. Et je crois qu'on ne manque pas de le faire. En revanche, on sait aussi... Cet article, en fait, il se situait dans ce contexte d'AstraZeneca dont on vient de parler. Donc, on avait des nouvelles recommandations qui prenaient en compte la dimension individuelle, puisqu'il y avait cette notion d'âge. Donc, on percevait déjà que les balances bénéfice-risque, elles peuvent pas se concevoir à l'échelle d'un pays entier. En fait, ça dépend du profil des gens, de leur âge, du niveau de circulation du virus. Et ça, on s'était vraiment aperçu que c'était une notion qui était mal connue dans le grand public. Et enfin, dernier contexte peut-être aussi qui nous a poussé à réfléchir à un tel outil, c'est qu'on a étudié d'où venait le scepticisme, l'hésitation vaccinale. On a beaucoup discuté avec des chercheurs qui travaillent aussi sur la manière dont on peut communiquer un risque, en l'occurrence un risque vaccinal. Et de ces travaux émerge l'idée qu'en fait, quand on s'en tient uniquement à la dimension collective, quand l'État ou les autorités sanitaires ne cessent de dire vaccinez-vous, c'est bon pour les autres, eh bien ça a un effet pervers en fait, où les gens finissent par se dire mais est-ce qu'on a pris en compte ma propre personnalité, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de caché si on m'oblige à me vacciner pour les autres, et voilà, en fait on se rend compte que c'est pas la manière la plus pertinente de parler de la vaccination, mais aussi pour d'autres situations où il y a cette notion de risque et de dimension collective et individuelle. Et donc ces recherches-là tendent à au contraire pousser les autorités sanitaires pour avoir des messages aussi à l'échelle individuelle. Et d'ailleurs, en vérité, on n'a rien inventé parce que ça faisait déjà 2 mois, si vous voulez, que et l'Agence européenne du médicament et les autorités sanitaires françaises faisaient des calculs de balance bénéfice-risque en fonction des âges. Donc, quelque part, ça rejoint des balances bénéfice-risque individuelles. Et donc, on a essayé de reprendre ces éléments-là pour répondre en vérité à des questionnements que tout le monde se pose, c'est-à-dire et moi, à mon échelle, qu'est-ce qu'il en est ? Et voilà, on a essayé de faire ce travail-là. Et Élise, tu dirais que dans ce déficit de communication ou de réflexion dans comment on communique sur le risque vaccinal, il y a une spécificité française, un retard français ou pas ? C'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'en France, on est quand même assez en retard dans la manière de communiquer ouvertement sur les vaccins. Je dirais que j'ai le sentiment qu'en fait, c'est un peu l'héritage pastorien qui domine en France. Et quand on commence à écorner l'image d'un vaccin, c'est comme si on écornait quelque part l'image de Pasteur, qui reste un peu le maître à beaucoup de nos infectiologues, mais même aussi de nos médecins. On est resté sur un mode de communication un peu paternaliste et qui correspond plus aujourd'hui aux attentes en fait de la société. Et c'est vrai que quand on regarde dans les pays nordiques, la discussion elle est beaucoup plus déjà ouverte. On accepte beaucoup plus l'idée que des vaccins certains puissent avoir il y a des risques d'effets secondaires comme n'importe quel médicament, et puis on a moins de scrupules à évoquer aussi la balance individuelle en fait. Alors je pourrais pas dire si c'est ce qui explique le scepticisme des Français à l'égard de la vaccination, mais en tout cas c'est vrai que c'est une particularité que j'ai pu remarquer moi dans la manière de communiquer sur les vaccins. T'es tentée de le dire un peu? Non, oui, je suis tentée de le dire parce que à chaque fois, quand on fait les sondages internationaux, on se dit tout le temps « Oh, la France, pays de Pasteur, c'est le pays où il y a le plus de sceptiques envers la vaccination ». Peut-être que c'est pas un hasard finalement, le fait que ce soit le pays de Pasteur où on a
on a quand même cette déférence, cette révérence envers le guide. Donc peut-être qu'il y a un lien, mais après j'ai pas vu de travaux de sociologie ou qui permettent vraiment de l'étayer. Voilà. Et alors Anna, est-ce que on a des questions sur cet outil développé par Mediapart ? Oui, des questions auxquelles Lisa a déjà répondu. Pourquoi avez-vous fait le choix de privilégier une perspective individualiste ? Pourriez-vous revenir sur l'outil que vous avez proposé, raisons pour lesquelles vous avez souhaité proposer cet outil ? Donc, je pense que ça a déjà été répondu. On a beaucoup de questions sur les variants. Ah oui. Peut-on faire un point sur les différents vaccins versus les différents variants ? Est-il vrai que les vaccins ne fonctionnent pas sur les variants ? Et oui, très bonne question et d'actualité, notamment après ce qui s'est passé à Bordeaux et la découverte d'un cluster avec un variant. Tu peux peut-être nous en dire un mot, Rosanne, mais, et puis élargir à l'ensemble des variants. Oui, donc en fait, l'outil qu'a réalisé Lise sur la balance bénéfice-risque, on avait bien précisé que c'était basé sur les résultats souches historiques ou souches britanniques, qui est maintenant très majoritaire en France. À peu près 90% des infections au SARS-CoV-2 qui sont dues aux variants britanniques maintenant, donc c'est devenu le plus important. Ouais. Ceux qui sont plus préoccupants, on les appelle comme ça d'ailleurs, ce sont donc les variants sud-africains, brésiliens, indiens maintenant. En fait, c'est ceux qui font peur pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils sont plus contagieux, et dans ces cas-là, même si on met plein de mesures en place, si leur contagiosité est plus élevée, ça fait qu'ils réussissent quand même à s'infiltrer et à contaminer les personnes, soit parce qu'ils provoquent des cas plus graves de la maladie, ou soit parce qu'ils peuvent provoquer des échecs vaccinaux. Donc ça, c'est vraiment la principale crainte, parce qu'une grosse partie de des pistes qui sont explorées pour sortir de cette crise, c'est vraiment basé sur les vaccins quand même. Donc, comme les premiers vaccins ont été créés sur la base de la souche historique, donc celle qui a apparu maintenant il y a quasiment 1 an et demi, la grosse crainte, c'était de savoir s'ils allaient être efficaces face aux variants britanniques. La réponse, c'est oui. Donc, heureusement, puisque maintenant, dans notre pays, en tout cas, c'est celui qui est devenu majoritaire. En revanche, les résultats sont un petit peu plus inquiétants sur les variants sud-africains, brésiliens. Donc, ils sont assez similaires, ces deux variants-là. Donc, souvent, on les assimile. Finalement, on se rend compte que les vaccins sont toujours efficaces, du moins au moins ceux à ARN messager. Simplement, ils le sont un petit peu moins. Pour vraiment simplifier, la règle, c'est plus le taux d'efficacité était élevé face aux variants, à la souche historique du virus, plus il reste efficace face aux autres variants. D'accord. Il y a plusieurs études qui ont été menées dans les pays où il y a eu beaucoup de vaccinations pour savoir si les vaccins étaient aussi efficaces face aux différents variants. Le résultat le plus inquiétant, il a été trouvé en Afrique du Sud, où au départ, le vaccin AstraZeneca était censé être un des vaccins qui allait être le plus distribué. L'efficacité de ce vaccin-là en Afrique du Sud, où le variant sud-africain est largement majoritaire, est plus que de 22%. Donc là, effectivement, ça remet clairement en cause l'efficacité de ce vaccin face à ce variant-là. En revanche, le vaccin Pfizer-BioNTech, par exemple, qui est de technologie ARN messager, il serait efficace à 75% encore contre le variant sud-africain. Ça veut dire qu'on a encore 75% de chances d'éviter d'avoir des symptômes de la maladie si on est vacciné face à ce variant-là. Donc voilà, en gros, l'efficacité vaccinale est toujours très importante, surtout avec les vaccins ARN messagers, mais on continue de surveiller tous les nouveaux variants préoccupants qui arrivent pour voir si nos vaccins restent efficaces face à eux. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de la manière dont il faudrait adapter la stratégie vaccinale aux variants, 3e dose, 4e dose. On a vu le patron de Moderna dimanche dernier, je crois dans le journal du dimanche, plaider pour une 3e dose dès cet été. Patron de Moderna, je fais juste une petite parenthèse qui n'a pas directement à voir, mais qui, je crois, est rentré dans les plus grandes fortunes de France grâce à ce vaccin. Avec, je crois, une fortune à plus de 3 milliards d'euros. Donc, un énorme succès industriel et commercial, c'est sûr. Alors, quand il dit qu'il faut une 3e dose dès cet été, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que la science permet déjà de répondre à cette question ? Les études en cours, etc.
Le patron de Moderna, comme le patron de Pfizer-BioNTech, c'est ce qu'on a le plus entendu sur la question, c'est pas un hasard, ce sont les patrons des vaccins ARN messagers. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils nous expliquent qu'ils ont besoin de seulement 6 semaines pour réadapter leur processus de production et l'adapter aux variants qui préoccupent le plus. Eux, leur intérêt, c'est de vendre le plus possible de vaccins. Donc là, ils ont réussi déjà une première salve très importante en vendant effectivement les vaccins basés sur la souche historique. Eux, si plus il y a de rappels, plus ils gagnent d'argent. Donc forcément, ça les intéresse de rapprocher les doses. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment de données pour savoir combien de temps va durer l'efficacité vaccinale. Donc là, on va avoir une première dose, une deuxième pour renforcer l'immunité. Et puis ensuite, pour les personnes âgées, par exemple, qui en général ont une durée d'immunité qui est un petit peu moins importante que les autres, il est possible qu'il y ait besoin d'un rappel finalement pour renforcer les anticorps et que le corps soit prêt à se défendre contre le virus. C'est possible que ça arrive à l'automne, par exemple. Finalement, on n'a pas encore cette durée-là. Toujours est-il que ce qui serait intéressant, si jamais les variants préoccupants prennent le dessus, donc, pour rappel, donc, à peu près 90% d'infections en France sont provoquées par le variant britannique, à peu près 6% par le sud-africain. Mais dans certains départements, notamment en Outre-mer, le sud-africain a vraiment pris le dessus, notamment à La Réunion. Dans ces cas-là, il va falloir envisager rapidement des vaccins qui soient adaptés aux variants. Donc, on a vu que les vaccins actuels restaient efficaces, mais ils pourraient l'être encore plus si on avait travaillé le vaccin par rapport à ce variant-là en particulier. Donc, ce que prévoit Moderna, par exemple, ils sont en train de faire des tests sur une dose de rappel, une troisième piqûre avec le vaccin initial, adapté aux variants sud-africains, et une sorte de combo qui prendra en compte la souche historique et puis le variant sud-africain. Donc, c'est quand même ce à quoi il faut s'attendre. On ne sait pas quand, mais il est fort possible qu'on ait besoin d'une troisième dose plus tard et qui serait peut-être adaptée au variant sud-africain qui est le plus préoccupant. Donc, troisième dose, a priori, à ARN messager dans un premier temps, puisque ce seront ceux qui seront prêts en premier. D'accord. Anna, on t'écoute s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. On a une question de Marina. Avez-vous eu un débat en interne sur la question du passeport vaccinal ? Ici, l'impératif sanitaire ne se heurte-t-il pas à des enjeux de liberté publique ? Et Rémi qui demande aussi, que pensez-vous de l'obligation vaccinale ? Devrait-il y avoir une liberté de choix en temps de pandémie ? Lise, tu veux répondre sur l'obligation vaccinale peut-être et sur l'opportunité. Je ne sais pas s'il y a un pays dans le monde qui aurait décidé de rendre le vaccin obligatoire. Je ne crois pas, mais ça a pu alors ça, j'ai pas non plus, je crois pas, mais j'ai pas vérifié. Je crois qu'on s'est... Voilà, quand on reprend aussi les études, donc un peu plus sociologie, psychologie sur comment arriver à convaincre d'une solution de santé publique, on se rend compte que l'obligation n'est pas toujours la meilleure façon de s'y prendre, et notamment si on cherche à instaurer, je dirais, quelque chose sur le long terme. Maintenant, j'ai l'impression qu'en tout cas en France, pour l'instant, on y est quand même plutôt... Enfin, les autorités ont l'air plutôt hostiles à cette idée. J'ai pas l'impression qu'on se dirige vers une obligation. Certains parlent d'une obligation plutôt pour la profession médicale. Mais certains, c'est qui, du coup, c'est l'Académie de médecine, c'est ça, notamment, qui a rendu un avis. Oui, alors j'ai entendu parler de l'Académie de médecine. Et puis il y a certaines figures dans les hôpitaux qui réclament ça. D'accord. Rosane, toi, tu vas plus souvent dans les hôpitaux que moi, alors tu as peut-être un peu plus de retour là-dessus. En tout cas, sur l'obligation vaccinale, c'était totalement exclu il y a 1 an et ça n'a pas franchement évolué au niveau du ministère de la Santé, et qui estime que ce serait à la limite encore plus contre-productif d'obliger. Ça pourrait créer des faux certificats de vaccination, ça tu connais bien ce thème-là, Lise, et au final, ça ne permettrait pas de convaincre les 20-30% de Français qui, a priori, n'ont pas envie de se faire vacciner, et malgré justement le pass sanitaire, qui est quand même très incitatif à la vaccination. Ça permet d'éviter de faire des tests PCR dès que vous participez à des événements où il y a plus de 1000 personnes, etc. Il y a déjà de fortes incitations à la vaccination, et à mon avis, on peut appeler ça une obligation déguisée, d'ailleurs, ce pass sanitaire à se vacciner, mais une obligation formelle...
je pense pas qu'on aille vers cette solution-là. Peut-être juste pour rajouter un élément, en fait, on se rend compte que au début au printemps dernier, vous vous souvenez, quand il y avait des sondages sur les intentions vaccinales, on se rendait compte qu'il y avait à peine 20% des Français qui disaient je voudrais me faire vacciner. Et donc, pareil, on était un peu le spot rouge sur les cartes internationales et on disait le pays Pasteur, anti-vax. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'année, et puis surtout au fur et à mesure qu'on commençait à avoir des données sur les vaccins, il y a eu une intention de vaccination qui a augmenté de manière régulière. Et aujourd'hui, je crois qu'on est déjà, dans les derniers sondages, j'ai vu à 60-70% de sondés qui disent avoir l'intention de se faire vacciner. Alors, quelque part, moi, mais c'est mon credo depuis quelques années, mais je pense vraiment que quand on a des éléments chiffrés à fournir aux gens, on a tous quand même une démarche assez rationnelle, et je crois qu'il faut parier là-dessus, parier sur la transparence et parier sur les données que tous les essais cliniques permettent pas seulement les essais cliniques, d'ailleurs aussi l'utilisation en vie réelle avec les données de pharmacovigilance. Donc voilà, je crois que c'est vraiment en essayant de donner aux gens le plus possible d'informations et de moyens rationnels de faire ces balances bénéfices-risques à leur échelle comme à l'échelle collective qu'on arrivera à convaincre, en fait. Et qu'est-ce qu'on sait s'agissant de l'immunité collective, enfin, on peut l'atteindre avec quel taux de Français et Françaises non vaccinés ? Oui, ça c'est quand même la grande interrogation. Quand on regarde les études sur cette question-là, il y en a certaines qui parlent de 30%, parce qu'on a vu que en fait c'est très inégal la manière l'épidémie, elle est générée par une petite portion de la population qu'on appelle aussi les superpropagateurs. D'ailleurs, c'est pas forcément que des personnes, ça peut être des lieux qui font effet de superpropagateurs. Et donc, certains modélisateurs en sont venus à estimer qu'en vaccinant ces lieux-là ou ces personnes-là, avec 30% de la population, on pourrait déjà arriver à limiter, voire même à éteindre l'épidémie. Et puis, à l'inverse, on a d'autres études qui estiment qu'il faudrait maintenant atteindre plus de 80% des personnes vaccinées pour espérer stopper en fait la transmission du virus entre nous. Donc là-dessus, je dirais qu'on est quand même encore vraiment dans le flou. D'accord. Et une question pour l'une de vous deux sur ces, disons, 30-40% de Français qui, à ce stade, ne souhaitent pas se faire vacciner. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons à cette réticence, y compris si on regarde finalement dans l'histoire de la vaccination en France? Est-ce qu'il y a des raisons de se méfier de la manière dont les autorités assurent la pharmacovigilance, c'est-à-dire la remontée des effets indésirables, des cas graves, etc. Est-ce qu'il y a des campagnes de vaccination par le passé, pour lesquels on a appris ensuite, y compris des fois avec un décalage important, qui avait des effets sous-estimés, mais qui sont apparus à long terme. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a au fond des raisons de se méfier ? Oui, c'est vrai que, en fait, on a beau parler du bénéfice collectif de la vaccination, les gens, ce qui les intéresse, et moi, c'est la roulette russe. Si jamais ça m'arrive à moi, cet effet indésirable, même très, 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 très rare, qu'est-ce qui va se passer? Donc, lors de la dernière grande campagne de vaccination qu'il y a eu, ça a été celle de la vaccination H1N1, finalement. Ouais. Au final, il n'y a que 9% de la population qui s'est fait vacciner. Cette grippe a été bien moins grave que ce qui était prévu à l'origine, heureusement. Mais en tout cas, rien que dans ces 9% de personnes qui ont été vaccinées, il y a eu des cas notamment de personnes qui sont devenues narcoleptiques. Donc, c'est une maladie qui provoque des graves troubles du sommeil, mais vraiment, les gens dorment 16 heures par jour, ils n'arrivent pas à se maintenir éveillés. Ça provoque vraiment ça perturbe une vie, quoi. Et donc, il y a ça qui est resté en tête, par exemple. Et puis, Lise connaît mieux que moi, mais il y a eu aussi toute la campagne de l'hépatite B qui est restée vraiment très, qui a laissé des séquelles en France, importantes. Lise, tu veux ajouter quelque chose? Et puis peut-être répondre aussi à une question que je pense pas mal de personnes se posent sur, au fond, est-ce qu'en dessous, je sais pas moi, de 30 ans ou de 40 ans, on ne peut pas se dire j'ai plutôt intérêt à attraper le coronavirus pour être immunisé plutôt que d'aller me faire vacciner? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Rosen. En fait, je dirais les ratés de certaines campagnes en France ont
ont suscité quand même une défiance, pas forcément envers la vaccination, mais en tout cas envers nos autorités sanitaires. Et ça rejoint aussi d'autres scandales, Mediator, etc. Maintenant, peut-être qu'on pourrait poser la question autrement, c'est-à-dire quel risque j'ai à me faire vacciner, d'accord, et ensuite en face, il y a quel risque j'ai à attraper ce virus. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des inconnus d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a 10 mois de recul sur la vaccination. Alors certains disent, on n'a pas du tout d'informations sur les effets à long terme. Certes, on n'a que 10 mois de recul. Mais par contre, en fait, on n'a aussi que 10 mois de recul ou 1 an de recul sur l'impact de ces contaminations. Et on se rend compte, par exemple, que les cas de Covid long, c'est-à-dire que les personnes qui sont infectées et qui n'ont pas forcément tout de suite des symptômes très graves, c'est pas forcément des personnes qui vont à l'hôpital, mais qui gardent des symptômes sur plus de 6 mois, des symptômes cardiovasculaires, de fatigue, musculaire aussi. Et donc voilà, les inconnues, elles sont en fait d'un côté comme de l'autre. Et je dirais que c'est un peu grâce à ça, en connaissant, disons, les faits, et puis en ayant conscience des inconnus, qu'on peut faire des choix rationnels à son échelle. Élise, sur la question au fond, s'immuniser en attrapant le virus plutôt qu'en se vaccinant. Voilà, du coup, ça rejoint cette question-là, c'est-à-dire que je comprends le questionnement des moins de 40 ans, on va dire, parce que y a, je dirais, la gravité des infections chez les moins de 40 ans, elle est vraiment incomparable par rapport aux plus de 60 ans. Donc, on va très rarement à l'hôpital et encore plus rarement en réanimation en dessous de 40 ans. Mais là, la grande inconnue, en vérité, c'est l'impact de l'infection, notamment sur ces Covid, ce qu'on appelle les Covid longs. J'ai lu dans quelques études qu'on estime au moins 10% en fait de personnes infectées qui développeraient des symptômes au long cours. Donc quelque part, probablement que chez les plus jeunes, en fait, la question de la vaccination, je dirais, du côté des bénéfices, ce sera ça qui va être mis dans la balance, en fait. C'est comment éviter une infection dont on ne connaît pas encore tout et qui semble pouvoir, chez 10% des personnes, ce qui est quand même pas rien, entraîner des symptômes au long cours. Alors sur le Covid long, parce que Rosanne, tu as écrit beaucoup sur le sujet, on a quand même l'impression que ce sujet est arrivé, cette préoccupation, très tard chez les autorités sanitaires françaises, qu'on a mis peu d'argent au début pour analyser la question, alors que, comme dit Lise, c'est évidemment fondamental, y compris dans nos arbitrages individuels et dans les arbitrages collectifs. Tu as écrit un papier de mémoire disant qu'il y avait très peu d'argent qui avait été mis dans la recherche. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, ça a été très douloureux pour les premiers patients atteints du Covid long parce que finalement, on ne les croyait pas. Leurs médecins généralistes les voyaient arriver dans leur cabinet. Les personnes se plaignaient de symptômes un peu grippaux, de fatigue, etc. Bon, la perte de l'odorat et du goût, ça, c'est vraiment acté Covid, entre guillemets. Donc, on leur disait juste ça va revenir, etc. Mais quand c'était vraiment des douleurs musculaires, des tachycardies, des difficultés à respirer, c'est quand même les organes vitaux qui sont atteints. Et pour autant, les patients avaient le sentiment de ne pas être entendus, compris, qu'on les prenait pour des maladies imaginaires, etc. Donc ça a été vraiment très difficile pour eux. Et puis des premières consultations post-Covid ont été créées, notamment à l'Hôtel-Dieu dès mai 2020. Donc pour accueillir ces patients et pour les écouter, surtout pour recenser tous les symptômes. Donc il y en a une 50aine en tout qui ont été recensés même par l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont très divers, donc ça rend le diagnostic difficile parce que ça va des symptômes neurologiques aux symptômes musculaires, etc., comme disait Lise. Donc déjà, il y a eu cette difficulté-là. C'était en plus un petit peu plus de femmes jeunes qui se plaignaient de ces symptômes de Covid long, qui se font peut-être moins entendre quand elles expliquent leurs soucis de santé. Donc il y a eu ce défaut initial de comprendre quels sont les symptômes. Et puis ensuite, la question est toujours d'actualité, c'est comprendre d'où ça vient. Est-ce que les personnes ont encore des symptômes
4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois après l'infection, parce qu'il y a encore des petites traces de virus qui sont restées dans leur corps et dont le corps n'arrive pas à se débarrasser et qui provoquent des inflammations au niveau du cerveau, etc. On a encore peu d'éléments pour comprendre les raisons. Et effectivement, il y a peu de projets de recherche qui sont financés sur le Covid long. Nous-mêmes, on a mis un petit moment avant d'écrire sur le Covid long, parce que c'est vrai, l'urgence, c'était les morts, les hôpitaux, etc. Comme pour tout le monde, c'était une crise sanitaire tellement sans précédent qu'on s'est focalisé sur le plus grave. Et puis après, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait ces millions de personnes qui étaient atteintes du Covid long et qu'il fallait en parler aussi. Et donc, un peu de la même façon, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche ont d'abord mis les moyens sur la recherche sur les vaccins et vraiment extrêmement peu sur le Covid long, alors que maintenant, on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. Et effectivement, ça va être un des thèmes très importants pour convaincre les jeunes de se faire vacciner, s'il faut les convaincre. Parce qu'en fait, effectivement, quand on calcule la balance bénéfice-risque pour un vaccin, c'est encore différent d'un médicament, parce qu'un médicament, ça soigne. Un vaccin, ça prévient une maladie. Donc, il y a des jeunes qui pourraient se dire, en face, la balance, elle est nette. Moi, j'ai quand même très peu de chances d'aller à l'hôpital. Voilà. Mais au fur et à mesure, ils vont voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont atteints de ce Covid long, beaucoup de sportifs, des gens vraiment à l'hygiène de vie parfaite, qui connaissent parfaitement de leur corps, qui se sentaient un peu à l'abri de toutes ces maladies graves, qui finalement en souffrent tous les jours. Il y a des associations de patients, après J20 notamment, qui ont vraiment permis de donner la voix à ces patients donc, sur les réseaux sociaux. Donc, le but, c'était de dire, après 20 jours après l'infection, je suis censée être sortie d'affaires. Pas du tout. Donc, voilà, il y a cet angle mort et de la recherche et du Covid-19 qui est fortement à prendre en compte pour les séquelles à long terme de la crise sanitaire. D'accord. Et Mathilde, éventuellement, on peut aussi rajouter un élément sur pour alimenter cette réflexion, je dirais, entre je me fais vacciner ou je m'immunise naturellement. On se rend compte aujourd'hui que les cas de réinfection sont plus fréquents chez les personnes qui ont été infectées naturellement, donc qui ont attrapé le virus, que chez les personnes qui ont été vaccinées. Donc en fait, on se rend compte aussi une vaccination protège plus efficacement et pendant plus longtemps qu'une infection naturelle sur d'éventuelles d'autres réinfections. D'accord. Anna, je me retourne vers toi pour de nouvelles questions de nos abonnés et spectateurs. On a une question qui revient beaucoup dans les commentaires sous vos articles de Patrick. Bonjour. Beaucoup d'énergie à être mise pour accélérer sur le vaccin, c'est une bonne chose. Ce qui est reproché, c'est l'énergie mise pour ne pas aider les traitements qui auraient pu être utilisés dès 2020. Aujourd'hui, toujours pas de traitement pour soigner. Quelle information avez-vous pour éclaircir ce sujet conflictuel ? Question intéressante, en effet. Qui veut répondre ? Je peux commencer si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'on avait écrit un papier, il me semble que c'était en septembre dernier. Le titre était vraiment faisait déprimer, mais c'était pas d'espoir de traitement avant plusieurs mois, parce qu'en fait, dans les premiers mois d'apparition de la maladie, ce qu'ont fait les scientifiques et qui est le réflexe habituel quand un virus survient, c'est de faire avec la bibliothèque existante de médicaments qui existent déjà, donc prendre d'anciennes molécules et voir si ça fonctionne, de tester en laboratoire contre le SARS-CoV-2. Donc, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits. Donc, on a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine, d'autres médicaments, notamment celui développé par Gilead, le Remdesivir, qui s'est avéré totalement inefficace aussi contre le virus. Donc, il y a eu ces premières tentatives. Il y a eu beaucoup d'espoir qui était placé dedans parce que c'est tout ce qu'on avait et puis c'est tout ce qu'on pouvait avoir rapidement. Les médicaments étaient déjà existants. Sauf qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que voilà, il y avait pas d'intérêt dans le calcul toujours de la balance bénéfice-risque. Certains médicaments comme l'hydroxychloroquine provoquaient des soucis cardiaques. Donc, face à l'efficacité qui était difficile à prouver pour soigner du Covid-19, les autorités sanitaires ont décidé que finalement, ce n'était pas un médicament qui était approprié. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de polémiques au tout début parce qu'on n'avait que ça. Et puis après, il y a eu d'autres recherches qui ont été effectuées pour essayer de trouver des médicaments qui puissent contrer le virus, donc des antiviraux, des rétroviraux, voilà. Et puis, il y a eu aussi l'apparition des traitements à base d'anticorps monoclonaux. On en a surtout entendu parler l'été dernier quand Donald Trump est tombé malade et qu'il a pris un cocktail d'un petit peu tout ce qui existait sans avoir été testé. Et puis, parce que Macron lui-même, je crois, on a parlé à un moment donné. Il me semble à ce moment-là. Alors, c'est des traitements qui coûtent très très cher.
et puis qu'il faut réserver à des patients qui ont vraiment des risques graves de développer des formes graves de la maladie. Et en gros, de ce que je comprends, voilà, ça ne peut pas être un médicament qui peut être généralisé. Donc voilà, des mois et des mois après l'apparition du virus, on n'a pas encore le traitement efficace. Donc, mais du coup, tu dirais, Élise, tu peux répondre aussi, mais qu'il y a un sous-investissement privé et ou public dans la recherche sur les traitements. Et si oui, pourquoi? Et s'agissant des laboratoires, est-ce que ça peut être parce qu'il y a un intérêt commercial supérieur à développer et vendre des vaccins plutôt que des traitements, ou pas du tout? Quand on regarde en tout cas l'investissement qui a été fourni dans la recherche sur le Covid-19, c'est vrai que ça a été largement, massivement sur les vaccins. Je pense que c'est parce qu'on imaginait que c'était la solution à long terme, parce que même si on ne stoppe pas la circulation du virus, si les gens continuent d'arriver dans les hôpitaux, la priorité, ça a toujours été de limiter le nombre d'arrivées dans les hôpitaux. C'est ça qui bloquait tout finalement. Donc le but, c'était de réussir à long terme à limiter la circulation de ce virus. Pour les traitements, il y a eu quand même des efforts financiers, et pareil, sans précédent par rapport à d'autres maladies qui ont mis beaucoup plus de temps à réunir des fonds nécessaires à essayer de trouver des traitements. Simplement, ça n'a pas été évident de trouver un traitement pour lutter contre le virus, alors qu'on en a encore besoin. On a encore des hospitalisations malgré la vaccination qui monte. Lise, tu veux dire un mot? C'est vrai qu'à l'automne, il y avait eu un rapport là, qui montrait que plus de la moitié des investissements financiers dans la lutte contre le Covid avaient été absorbés par les vaccins. Et c'est vrai que ça paraît déséquilibré. Je veux dire, on ne peut pas parier uniquement sur les vaccins. Et je pense que plusieurs spécialistes ont pointé à raison le fait qu'on s'est trop focalisé sur les vaccins, alors qu'on aurait pu essayer aussi de chercher d'autres solutions, que ce soit d'ailleurs curatif ou préventif. Mais par contre, l'idée d'un, on s'est focalisé sur les vaccins parce que c'est plus rentable. En fait, non, ça c'est l'inverse. On l'a vu notamment avec le remdesivir. Généralement, les traitements coûtent beaucoup moins cher à être développés, en fait, notamment parce que les essais cliniques sont beaucoup plus rapides à mener. On a besoin de beaucoup moins de volontaires. Et puis, en fait, la balance bénéfice-risque est beaucoup plus facile à démontrer parce qu'on vise des personnes malades. Et généralement, en fait, les prix des traitements sont incomparablement supérieurs au prix des vaccins. Donc en fait, je pense qu'on s'est focalisé sur les vaccins aussi parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que assez rapidement, en tout cas, dès l'été, on s'est dit que finalement on allait peut-être y arriver et qu'on galérait toujours à mettre la main sur des molécules curatives alors qu'on était bien parti pour les vaccins. Mais c'est sûr que je pense que ça peut être une des leçons quand même à retirer. On a vraiment foncé tête baissée dans cette solution-là, alors qu'on sait pertinemment qu'il faudrait il faudrait en fait un panel de solutions pour bien gérer une crise. Anna, il y a d'autres questions. Il y en a pas mal qu'on n'a pas encore abordées. La question de la vaccination des enfants, la question de l'accès de tous les pays à la vaccination. On parle beaucoup de la France et de l'Europe, mais... Il y a les questions que tu viens de citer, et on en a aussi sur la contagiosité. Est-ce que pousser la vaccination, ça empêche vraiment la contagion? Est-ce qu'on va réussir à limiter les contagions grâce à une vaccination massive? Et après, on a également des questions sur est-ce que c'est utile de faire vacciner les enfants, comme tu le disais. Sur les enfants, Lise, peut-être, tu veux répondre? Alors, oui, sur les enfants, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, aujourd'hui, on n'a pas de données. Donc, je trouve que c'est un peu prématuré d'imaginer une vaccination des enfants alors qu'on n'a pas encore d'informations d'essais cliniques. Alors là, j'ai vu que Moderna avait lancé un essai clinique sur les enfants de 6 mois à 11 ans. Donc, voilà, on aura peut-être quelques éléments de réponse à l'automne, mais pour moi, à l'heure actuelle, il n'est pas question de vacciner les enfants, sachant qu'on n'a pas du tout de données Élise, on n'attend pas une décision là-dessus de l'Agence européenne du médicament Alors, pour les adolescents. Donc, les adolescents, effectivement, là, on a quelques essais cliniques qui ont été menés par AstraZeneca, par Pfizer et par Moderna. Et l'Agence européenne est en train d'éplucher les données de
ces essais cliniques. Et donc là, effectivement, on peut s'attendre. D'ailleurs, certains pays ont déjà commencé à vacciner les adolescents. Aux États-Unis, je crois que c'est le cas. Donc là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une décision prise prochainement. En fait, si on s'en tient à notre réflexion de tout à l'heure des balances bénéfices-risques à l'échelle individuelle, c'est sûr que plus on va descendre en âge, plus il y a une exigence du niveau de sécurité important, parce qu'en face, les risques liés au Covid, en fait, diminuent. Donc il va falloir être extrêmement vigilant à ce que la balance bénéfice-risque soit aussi positive pour ces tranches d'âge. Autrement, il faudra discuter de manière ouverte le fait qu'on accepte de prendre un risque sur cette tranche d'âge pour le bien de la collectivité. Mais dans ce cas-là, il faudra vraiment qu'on ait une discussion ouverte et transparente sur ce sujet-là. Et ça me fait penser à une question. Au fond, comment les labos font aujourd'hui pour mener des essais cliniques, sachant qu'on a déjà des vaccins qu'on sait efficaces? Du coup, comment ils s'organisent pour trouver des Français, notamment pour ceux qui sont menés en France, mais bien plus largement dans le monde, des gens qui acceptent de tester autre chose, dont on ne sait pas a priori si ce sera aussi efficace ou... Oui, en France, il y a eu très peu d'essais cliniques qui ont été réalisés parce qu'il y a eu un retard au démarrage, disons, au moment où le virus circulait beaucoup en octobre dernier. Et puis finalement, l'essai Johnson & Johnson a été débuté en France via Covirevac, donc c'est la plateforme d'essai vaccinal qui a été mise en place par l'INSERM. Donc j'étais allée justement à Bordeaux voir un peu comment ça se passait, quel était le profil des personnes volontaires qui voulaient expérimenter le vaccin. Donc c'était vraiment des personnes vraiment pour l'intérêt collectif, bonnes samaritaines, qui avaient plutôt la soixantaine et qui disaient moi je veux que ça avance vite. Donc c'est vraiment par altruisme. Par altruisme total. C'était vraiment pas pour avoir une dose en premier entre guillemets, puisque ces personnes allaient être éligibles à la vaccination très peu de temps après. Et puis on est d'accord, sans indemnisation. Ouais, il y a juste des comment on appelle ça, des réparations financières, disons, pour les personnes qui doivent prendre des congés ou pour les transports, parce qu'il y a quand même un suivi médical renforcé. Donc, en plus, il y a la moitié de ces personnes qui recevaient un placebo. Donc, ça pose un souci éthique parce que c'était, quand j'y suis allée, il me semble, en février. Donc, il y avait quand même des vaccins qui étaient mis sur le marché. Et puis, ces personnes étaient éligibles à la vaccination alors qu'elles ne le savent pas. Mais la moitié du groupe avait reçu une fausse piqûre, entre guillemets, sans vaccin. Donc, finalement... la moitié de la cohorte était sûrement moins protégée que les autres qui avaient le droit à la vaccination. Donc finalement, l'essai vaccinal avait été stoppé au moment où il y avait eu des soucis au niveau des thromboses également, très rares avec le vaccin Johnson & Johnson. Aux dernières nouvelles, ça n'avait pas été repris. Mais effectivement, les laboratoires visent en tout cas les pays où la circulation du virus est la plus forte pour avoir des résultats le plus vite possible, puisque le but, c'est d'essayer de savoir... sur 100 personnes vaccinées, combien ont été infectées par le virus par rapport à sur 100 personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc au fur et à mesure, les protocoles vont être améliorés, disons, avec les données existantes. Et il va y avoir aussi des essais cliniques qui vont être réalisés entre... plutôt que d'avoir un groupe placebo et un groupe vacciné, ça va être un groupe vacciné avec un vaccin déjà autorisé, déjà existant, et un groupe témoin qui serait... ça serait le groupe témoin, et puis un groupe qui serait vacciné avec le nouveau vaccin, pour qu'il n'y ait pas une perte de chance pour les personnes qui se portent volontaires, quoi. D'accord. Et je précise qu'on a publié aussi à Mediapart sur les cas de thrombose, la manière dont sont analysés les liens de causalité entre ces thromboses et la vaccination, que tu as fait, Rosanne, un article notamment sur les plaintes déposées par certaines familles, puisqu'il y a des décès dont on soupçonne en France qu'ils soient liés à la vaccination. Et tu suivras dans les semaines et les mois qui viennent ce que donneront ces enquêtes, à la fois de pharmacovigilance et judiciaire, puisqu'il y a des plaintes au pénal. Est-ce que, puisqu'il nous reste 2 minutes à peine, est-ce que l'une d'entre vous veut dire un mot quand même sur l'accès à la vaccination dans les pays pauvres et ce que l'Europe fait ou pas, et la France ou pas, en la matière, en termes de dons de doses ?
Alors, c'est vrai que l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, a estimé que c'était complètement aberrant de commencer à penser à la vaccination des adolescents et des enfants, alors que dans les pays peu développés, il y a encore des infirmières, des personnes âgées qui sont pas du tout vaccinées. Et on a bien compris maintenant, grâce... mais depuis qu'il y a eu l'émergence de variants préoccupants, notamment en Inde, on s'est rendu compte que c'était vraiment important de vacciner l'ensemble de la planète et pas seulement les pays développés pour s'en sortir, avoir de nouveau le droit à des libertés et puis que l'économie redémarre. Et voilà, sans immunité sur toute la planète, les variants vont continuer de circuler et on ne s'en sortira pas de la crise sanitaire. Anna, je te donne le dernier mot de ce premier plateau. Plus rien de ton côté, on a à peu près épluché toutes les questions principales. Oui, peut-être si vous avez le temps, une dernière question de Rémi sur la levée des brevets. Est-ce que c'est une bonne solution pour vacciner le monde entier ? 30 secondes du coup alors. Oui, donc ça c'est un sujet que portent les défenseurs de l'accès aux médicaments depuis des années, avant même le Covid-19. En fait, le but c'est que les laboratoires ne bénéficient pas du brevet, donc c'est-à-dire du droit à la propriété intellectuelle, d'être protégés pendant 20 ans et d'avoir le monopole sur la fabrication de leurs produits. L'idée, c'est de permettre qu'il y ait davantage de producteurs qui puissent produire ces vaccins pour que davantage de doses arrivent. Voilà. Il y a des pays comme l'Inde qui sont devenus des pros de la copie des médicaments. On le sait peu en France, mais c'est en Inde qu'on fabrique le plus de vaccins au monde et c'est grâce à l'Inde que les pays peu développés ont accès à des vaccins moins chers. Donc effectivement, cette question-là, elle est soulevée depuis des années, mais c'est depuis l'annonce de Joe Biden, donc le président des États-Unis, que les avis commencent à changer un petit peu, à évoluer. Donc je crois que c'est le 7 et 8 juin... à l'Organisation mondiale du commerce, il va y avoir un débat sur le sujet. Simplement, il faut que les pays et l'ensemble des pays s'accordent à dire « OK, situation exceptionnelle, on lève les brevets ». Donc évidemment, ça n'arrange pas l'industrie pharmaceutique qui tient à conserver son monopole et à avoir la position de force pour négocier les prix de ses produits. Donc question passionnante qu'on continuera évidemment à suivre dans Mediapart. Merci Anna. À très bientôt. Merci Mathilde. Et puis merci Lise Barnéou. On continuera à te lire dans le journal. Et puis pour ceux qui veulent approfondir, donc je rappelle la publication toute récente de ton petit guide partant de Covid sur les vaccins qui répond aussi à beaucoup de questions. On va faire une toute petite pause avant de vous retrouver pour notre second plateau qui examinera, toujours avec des membres de la rédaction, la question du déconfinement en cours. Est-ce qu'il est réussi ou pas? Et surtout, la question de toutes les mesures et les stratégies à mettre en œuvre dans les mois et les années qui viennent pour se débarrasser du Covid. Merci et à tout de suite.